Pour assurer la neutralité face aux différents candidats, je tiens tout de suite à vous dire que la préparation de cette rencontre-là a été essentiellement faite par Normand et moi. Alors, on a discuté sur la forme. Ça, c'est vraiment nous qui l'avons planifié sans consulter aucun candidat. On a demandé aux candidats on ne pensait pas qu'il y en avait autant, on pensait qu'on aurait 2 de chaque équipe. Bon, ils sont plus nombreux. On va s'accommoder avec ça. Ça prend plus de place, simplement. La rencontre aujourd'hui était prévue initialement pour se tenir entre 13h et 13h. Et entre midi et 13h, maintenant, on ne peut avoir la salle jusqu'à 13h30. Bon, vous avez déjà été informé. Est-ce que pour vous, ça vous pose un problème ou est-ce que c'est qui pense pouvoir rester jusqu'à 13h30? OK. Bon. Écoutez, on va faire au mieux, puis donc on va ajuster en conséquence la base, ce qu'on avait prévu, 10 minutes chaque équipe et 5 minutes le candidat indépendant. Même, je dis que 5 minutes, ce serait correct. On va y aller comme ça au point de départ. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre vos questions, pas une à la fois, mais on va prendre vos questions et vous pourrez spécifier si vous voulez que la réponse soit par toutes les équipes ou une personne en particulier. Puis on va faire, donc on va faire un deuxième tour, puis on verra qu'est-ce qu'on peut faire après avec les gens qui resteront. Donc, d'entrée de jeu, je vais faire une brève mise en situation sur certains enjeux qu'on considère déterminants. Je dirais pour nous, la section, il n'y a pas grand-chose de nouveau, mais bon, peut-être que ça va permettre aux candidats là, de pouvoir sortir de leur zone de confort et de nous livrer leurs pensées sur ces questions-là. On s'attend à ce que les candidats témoignent de leur vision sur ces enjeux. Bien, ils sont évidemment libres d'aborder les thèmes de leur choix. Le premier enjeu, évidemment, on parlait de la dernière négociation, fonction publique, qui n'a pas donné les résultats attendus. Elle n'a pas permis d'amorcer un réel rattrapage salarial. L'écart de rémunération avec les autres professionnels des secteurs publics autres que ceux de la fonction publique québécoise s'est maintenu, voire creusé, ce qui était un objectif central de la négociation. Nous avons subi des reculs historiques, perte de journée, perte de maladie, perte de leur accumulation, puis des reculs aussi au niveau du régime de retraite. Et pas spécifiquement dans notre négociation de fonction publique, qui touche l'ensemble du secteur public québécois. Deuxième enjeu, la stratégie syndicale. En fait, à l'échec des négociations, évidemment, on devrait s'interroger sur nos stratégies syndicales. Quand on parle de stratégie, c'est quoi? C'est une stratégie basée sur la reconnaissance de la bonne foi qu'on reconnaît au gouvernement dans les négociations. Le gouvernement agit-il vraiment de bonne foi? Devons-nous, dans nos stratégies, le considérer comme tel? Aussi, autre point, sur l'isolement volontaire avec le reste du mouvement syndical que nous avons choisi comme stratégie. En fait, on a décidé qu'on pouvait s'allier à quelques syndicats, mais ce n'était pas une stratégie qui était basée sur pas une unification structurelle, mais un peu moins une volonté de travailler avec les autres syndicats. Et, en termes encore là stratégiques, sur une grève de soir et de fin de semaine, sans visibilité ni impact politique susceptible de contraindre le gouvernement à négocier. Et enfin, sur des actions de commando, ne mobilisant généralement que quelques dizaines de personnes, jouant un peu le rôle de mouche du coche. Effectivement, on allait toucher, entre autres choses, des activités politiques, mais est-ce que vraiment ce type d'action-là pouvait mener à des gains substantiels? En fait, on les a utilisés, on a vu ce qu'on a obtenu. Le troisième enjeu auquel je convie les candidats, c'est de réfléchir à la dynamique syndicale au SPG. De s'interroger sur notre fonctionnement et nos structures. Où, dans notre syndicat, développons-nous une vision d'ensemble de la dégradation des services publics et même de la dégradation de nos conditions de travail? Pas juste salariales, l'ensemble de nos conditions de travail.
Où traitons-nous 15 secondes, Serge. Hein? 15 secondes. OK. Où traitons-nous des problèmes de santé et sécurité du travail, de surcharge du travail, de relations de travail? Le Conseil syndical n'aborde pas ces questions, à peu près pas. Les CMO ne sont pas existants partout, puis c'est une vision partielle par ministère ou organisme. Et encore là, si on regarde notre CMO, on a le droit à 2 seules rencontres par année pour un total de 6 heures. Comment on peut avoir une vision stratégique qui pouvoir organiser une lutte contre la dégradation si on est dans ces conditions-là? Et voilà, ce sont les enjeux sur lesquels on invite effectivement les candidats à nous livrer leur réflexion. Alors, pour la première équipe ou personne, et là, vous voyez, ils sont fermés, c'est normal qu'ils aient préparé, fait que je ne sais pas qu'est-ce que je vais trouver. Et ils sont bien fermés. Et voilà, les 5 équipes. Ça, vous savez. Hein? Ça va décoller. Alors, la première équipe, c'est Jeannot Vachon. Wow! Bravo, Jeannot. Bon, alors, je suis Jeannot Vachon, je suis... Attends, on va déterminer là. On va tout déterminer là, comme ça. On ne le fera pas à chaque fois. OK. La deuxième. Vas-y, Jeannot, je vais les ouvrir. Le suspense. Équipe ensemble avec Manon, deuxième. Ensuite. Et je vais lire celui-là en premier. La troisième, c'est l'équipe Perron-Aîné. Et donc, le dernier, c'est l'équipe Inlamar, Renouveau syndical. Renouveau syndical. Bon, on part le chrono. Oui. Allons-y. Quand il va rester 2 minutes, je vais vous prévenir. OK. Juste aller un petit peu plus par là, je pense. OK, pour Philippe, tu peux pas... Ouais. Go! Bon, On y donc, va. Je répète, je suis candidat indépendant avec trésorier. J'ai un bac en administration avec option comptable. Puis, depuis 29 ans, je vérifie des livres comptables des entreprises. Donc, point de vue comptabilité, j'ai toute la compétence pour être trésorier. Du côté de mon engagement syndical, ça fait 10 ans que je milite, mais que je milite à fond. Je m'implique dans les comités d'organisation du travail. Je suis à Revenu Québec. Les comités de relations de travail, d'organisation du travail et dans l'exécutif. Actuellement, je suis représentant d'une section de 700 membres à Revenu Québec. Vous avez une grosse section, vous savez ce que ça peut impliquer là, comme implication, gérer des relations de travail, des griefs, n'importe quoi. Et, bon, aussi, pour les qualités de la trésorerie, là, compétence, intégrité, le sens du devoir et une grande sensibilité à la gestion efficiente des ressources. Ça ne veut pas dire qu'on gratte, on économise, ça veut dire qu'on peut dépenser, mais on s'organise pour que les dépenses soient bonnes, qui servent à quelque chose. Bon. Moi-même, j'avais proposé au dernier congrès qu'il n'y ait plus de candidat indépendant. Un candidat indépendant, c'est rarement élu. Les chances d'être élu sont très faibles, mais le syndicat me paye une tribune. Moi, j'aime ça m'exprimer. Je suis indépendant à cause de ça, parce que je tiens à ma liberté d'expression. Moi, si je suis élu, mes patrons, ça ne sera pas mon équipe. Mes patrons, ça va être la délégation, ça va être les membres. Et s'il y a quelque chose qui cloche, ben, je ne me gênerai pas pour parler contre ça. Et pour, d'ailleurs, je l'ai fait même dans la négociation à Revenu Québec. Je trouvais qu'ils avaient trop favorisé les plus âgés, qu'ils avaient fortement pénalisé les jeunes. Alors, je me suis prononcé amplement contre ça, puis j'ai été à peu près le seul qui l'a fait. Maintenant, comme je vous dis, étant donné que j'ai peu d'expectative d'être élu, je profite de la tribune qui m'est donnée par le SPGQ pour vous éclairer sur certaines choses. Donc, en l'occurrence, j'ai constaté un problème avec l'équipe du renouveau syndical, l'équipe de Mme Lamar, comme secrétaire qui va s'occuper des statuts règlements et qui va gérer un paquet de choses, dont le comité des statuts et règlements. Au dernier congrès, c'est M. Adi Jakubovic.
il avait fait des propositions qui n'étaient pas très, très favorables pour la délégation et pour les instances. M. Jakubovic, il voulait enlever beaucoup de pouvoir au comité exécutif et au CS. Il voulait empêcher que le CS puisse gérer le budget. Il voulait refiler ça à l'EDS. Je ne sais pas si vous voyez ça, là, des avis de motion qu'on enverrait à l'EDS. Et il voulait serrer la vis aux délégués, serrer les comptes de dépenses. Il voulait exclure le comité exécutif comme membre de toutes les instances. Exclus du Congrès, exclus de l'ADS, exclus du CS. Ils n'ont pas à voter, ils n'ont pas de droit de vote. Et il y a quelque chose que vous allez peut-être aimer, puis peut-être vous allez voter pour eux autres là, dans cet article-là. Ils voulaient que tous les ADS se passent à Québec. Il n'y en a plus d'ADS à Montréal. Parce qu'on a beaucoup de délégués à Québec. Ça fait qu'on économiserait de l'argent. C'est les propositions de M. Jakubovic. Puis, dans l'équipe Lamarre, quand ils ont monté leur équipe, ils ont dit, tiens, voici le gars qui va s'occuper de nos statuts et règlements. Les allocations de repas. Fini les allocations de repas. On a un barème qui présente une facture, puis si ta facture ne dépasse pas le barème, on te rembourse. Du côté allocation minimale quotidienne pour l'utilisation d'une auto, l'employeur nous le donne, une allocation minimale. C'est dans tout le gouvernement, c'est ça. Non. Oui, tu fais 4 km, on te paye 4 km. C'est quelque chose qu'on avait été chercher dans les congrès précédents. M. Jakubovic voulait nous l'enlever. Fait que même dans le programme du renouveau, si vous regardez ça, ils disent qu'ils veulent couper dans les instances. On va rationaliser les dépenses. On vient d'augmenter. 5 minutes. C'est zéro? C'est zéro, merci. Alors, Machine. la deuxième équipe, donc c'est l'équipe ensemble avec Manon. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation du conseil de section. Donc, je me présente, Manon Terrien, je suis candidate à la présidence. J'ai une formation de chimiste au ministère de l'Environnement et j'ai occupé le poste de deuxième vice-présidente des 2 derniers mandats. Ça m'a permis, entre autres, de connaître les membres, de tisser des liens avec les autres organisations syndicales. Mon équipe et moi, on a mis aussi en place le nouveau site Internet du SPGQ. On a aussi regardé un peu les réseaux sociaux, essayé d'être plus présent pour le SPGQ. On a aussi revigoré, si on veut, le réseau des femmes. J'ai orchestré, entre autres, la campagne de valorisation ainsi que la planification des communications. J'ai organisé les 2 derniers congrès ainsi que les 2 derniers états généraux. Bonjour, mon nom est Thérèse Chabot et je suis inspectrice à la CNSST, secteur construction dans la région de la Naudière. Je me présente au poste de première vice-présidente. Je suis aussi enquêteur processus pour les accélérateurs de l'enquête. Je suis toujours membre des comités suivants, GRIEF, d'ailleurs avec Yvon, comité des régions, mobilisation, classification et bien entendu du comité de négociation de la fonction publique. Ça me donne une bonne vue d'ensemble de ce qui se passe à notre syndicat et surtout de ce que les membres revendiquaient et demandaient comme ça. Bonjour, je suis Sylvie Goupil, je suis candidate à la 2e vice-présidence. J'ai une maîtrise et un doctorat en sciences politiques et un certificat de relations publiques. J'occupe présentement le poste de coordonnatrice aux affaires autochtones du ministère de la Famille à Montréal. J'ai été conseillère au SPGQ à la formation en 2002-2003 et à l'information en 2007-2009. Et mon implication syndicale date pas d'hier, parce qu'avant d'entrer dans la fonction publique, j'étais chargée de cours à l'UQAM en sciences politiques et j'ai fait partie du comité exécutif du syndicat des chargés de cours avant d'entrer dans la fonction publique. Je
Je vous présente aussi notre candidat à la 3e vice-présidence, Jean-François Landry, qui n'est pas ici aujourd'hui, mais avec nous en pensée. Il est responsable du dossier présentement des relations de travail et des CMRP à l'exécutif actuel du SPGQ. Et il a su, avec son équipe de conseillers, instaurer des manières de faire plus efficaces et réduire les délais dans le traitement des griefs. Et il se présente donc au même poste de 3e vice-président. Bonjour, moi c'est David Burnans, 4e vice-président. Je suis traducteur à Revenu Québec. Avec les membres du réseau de mobilisation, nous avons réinventé les moyens de pression au SPGQ, notamment en ce qui concerne les actions percutantes pendant la période préélectorale pour appuyer les comités de négociation. Comme Serge a dit, il y a eu un certain impact. Je ne sais pas si c'était assez, mais on a eu l'impact. Notre candidat au poste de secrétaire, c'est M. Danny Vaillant, qui est membre de notre CMRP à la CNSST. C'est un militant de longue date. Parmi les réalisations du CMRP, ces interventions ont mené à des résultats concrets dans le sens que 96 ressources externes en pays ont été remplacées par 96 ressources internes à la commission. Ça, c'est du sérieux. On a aussi Mme Diane Fortin, qui est notre candidate trésorière. C'est une personne rigoureuse et s'occupe de la saine gestion de nos avoirs, de nos immeubles et de nos ressources humaines. Nos cotisations sont entre bonnes mains. Vous pouvez consulter nos CV, tout ça est sur le site de notre équipe, ensembleavecmanon.ca. C'est tout un mot, ensembleavecmanon.ca, ou encore nous suivre sur notre page Facebook, Ensemble avec Manon. Nous avons choisi le nom de notre équipe Ensemble avec Manon pour une bonne raison. C'est pour mettre l'accent sur le fait qu'on ne peut pas réussir seul. On doit travailler ensemble, en équipe, afin d'avoir des bons résultats pour les membres, pour que tous les membres soient bien représentés. Notre programme comporte 3 grandes priorités, dont la première, la plus importante, ça veut dire vous, les membres. Le SPGQ, c'est d'abord votre syndicat. C'est aussi vos cotisations, votre implication et la confiance que vous allez mettre entre les mains des femmes et hommes qui vont vous représenter. D'avoir au moins les plus légitimes moyens nécessaires pour défendre nos droits, mais également pour faire avancer nos revendications. Notre raison première comme syndicat, c'est vraiment de négocier les meilleures conventions qu'on peut avoir. Notre deuxième priorité, c'est le respect. C'est pas pour rien que j'ai ma petite épinglette du 8 mars des femmes. C'est ce thème-là qui était à l'honneur, le respect. Nos conditions de travail, c'est sûr, elles ne sont pas à la mesure de l'expertise qu'on met en œuvre pour protéger le bien public. C'est ça qu'on fait. On constate que depuis les dernières années, le nombre de femmes qui occupent un poste professionnel a augmenté considérablement. Maintenant, il y a 55% de nos membres qui sont des femmes. Curieusement, on assiste à une dévalorisation de nos emplois qui accompagne ce phénomène. Une récente étude de l'Institut de recherche et d'information socio-économique montre de plus en plus une discrimination systémique entre différents secteurs de l'État. À Hydro-Québec, une personne qui occupe le même poste que dans la fonction publique va gagner facilement 10 000 à 15 000 $ de plus. Alors, le rattrapage, on veut le faire via une question d'équité. La troisième priorité, c'est la concertation. Serge en a fait mention. La concertation, pour nous, c'est que nous devons poursuivre les efforts à l'interne entre nos unités d'accréditation avec cette synergie-là. Nous travaillons donc ensemble à établir des stratégies globales pour les négociations et pour le personnel professionnel. Nous devons aussi établir des alliances de proximité avec nos, j'appelle ça nos alliés, on va recommencer. Nous devons établir des alliances de proximité, entre autres, avec les groupements professionnels comme ceux des juristes, des ingénieurs et des collègues fonctionnaires pour construire un rapport de force solide avec l'employeur. Notre stratégie pour le prochain round de négociation, les deux en même temps, fonction publique, parapublique. Comme j'ai dit dans le bilan de la mobilisation que j'ai présenté au CS, notre défi pour le prochain round de négociation dans la fonction publique sera d'appliquer les leçons apprises des grèves hyper efficaces dans nos unités parapubliques, particulièrement les leçons de Revenu Québec. Revenu Québec, on a fait partie de la fonction publique en 2003, en 2010, quand on a négocié pour les services essentiels.
Et il y en avait beaucoup à Revenu-Québec, beaucoup de services essentiels. Nous avons négocié les services essentiels autrement à Revenu-Québec en 2018, et on peut apprendre de ça dans la fonction publique. Au lieu de négocier les services essentiels de mur à mur pour une grève générale 24 heures sur 24, là, on négocie des services essentiels sur mesure. Donc, selon le type de grève qu'on exerçait, c'était les grèves de week-end, les grèves de soir de fin de semaine, on n'a pas besoin des services nécessairement pour 7h30 lundi matin. Les services essentiels dans la fonction publique impliquaient 1800 personnes en 2010. Pour les négociations de 2015, on a ramené ça à 1100 personnes en services essentiels. Donc, il y avait eu un effort de fait là. Et pour 2020, il faut évidemment encore plus réduire les services essentiels en s'inspirant, entre autres, des succès de nos amis dans les unités publiques. Et pour ça, il faut être alimenté par les membres. Vous savez, l'information vous donne sur le terrain. Il faut trouver des moyens de pression qui donneront les meilleurs résultats sur retour sur investissement. Et parler aux membres et chercher des mandats de grève pour négocier des services essentiels sur mesure. Vous avez l'information pointue dans vos ministères. Donc, on le sait à CSST où ça fait mal. Donc, c'est ça qu'il faut avoir comme information pour les services essentiels. On ne peut pas diminuer les services essentiels aussi drastiquement que l'ARQ. C'est normal, on est tout le ministère et on est 18 000 personnes. Par contre, nous devrions être en mesure de les réduire substantiellement avec votre aide. Donc, ensemble, nous avons réussi à faire bouger l'employeur à la table de négociation à Revenu-Québec pour chercher les gains pour nos membres là-bas. Il faut travailler en consultation avec d'autres unités de négociation pour augmenter notre rapport de force. Comme on a fait en été 2018, on a fait pour la première fois dans l'histoire de la SPGQ une grève rotative avec Revenu-Québec, Loto-Québec et BNQ. Alors, en consultation avec nos collègues aussi, fonctionnaires, juristes, ingénieurs, fonction publique et dans les unités parapubliques. Une véritable stratégie de communication avec un message ciblé pour susciter l'adhésion du public et des membres est nécessaire pour créer une synergie entre la négo et la mobilisation. Donc, il faut aussi des alliances plus larges avec les autres syndicats du personnel du secteur féminin, où, comme Sylvie vous l'a dit tout à l'heure, où il y a des écarts de rémunération pour les mêmes corps d'emploi. Donc, on veut travailler sur ces faits-là pour amener à nos négociations des résultats plus concrets monétairement et aussi dans les conditions de travail. C'est un choix politique du gouvernement de faire des différenciations entre les différents corps d'emploi. Donc, c'est terminé? Oui. Merci. Merci. Donc, équipe Clément Péné. Oui, go. Oui, bonjour à vous toutes et vous tous. Merci de vous être déplacés pour votre démocratie syndicale. C'est tout à votre honneur. Écoutez, on va passer une bonne partie de nos 10 minutes à vous présenter l'équipe parce qu'on a une équipe vraiment très forte, très compétente, pleine de synergie, qui est unie et qui a su surtout trouver l'équilibre entre l'expérience et la relève. Donc, je vous présente d'abord, et vous la connaissez, Mme Isabella Hennick, qui est diplômée en chimie, en communication politique et en sociologie industrielle au premier et au deuxième cycle dans diverses universités, dont celle de Bucarest. Elle détient également un doctorat en relations industrielles de l'Université Laval. Elle est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Sa section ici, quand je la décris ailleurs, et je reprends les notes que j'ai prises, que j'ai utilisées dans d'autres assemblées, je vous décris comme étant une des sections les plus fortes, les plus déterminées, les plus militantes du syndicat. Celle qui a voté contre l'entente, parce que c'était pas assez. Mais vous savez quoi? J'étais à votre assemblée. Il n'y avait pas beaucoup de volontaires pour s'y présenter, je peux vous le dire, mais j'étais à votre assemblée et j'ai vu non seulement votre détermination à avoir plus, mais également toute l'adhésion, tout le respect que vous pouviez porter à Isabella, une femme de très grande envergure qui va savoir nous rappeler qu'il faut aller encore plus loin, qu'il faut être encore plus fort. Donc, je la remercie beaucoup d'avoir accepté de joindre à nous. Elle va nous rappeler votre position, il ne faut pas l'oublier. Il y a également ici avec moi Mme Karine Lacaille-Robitaille. Son nom composé évoque son jeune âge également. En fait, Mme Robitaille a un bac en criminologie. Elle est membre de l'Ordre de professionnels des criminologues du Québec. C'est la plus jeune de notre équipe. Elle représente la relève avec Olivier Parent, dont je vais vous parler bientôt aussi.
Dès la fin de ses études universitaires, elle a accumulé de l'expertise en réinsertion sociale au Centre jeunesse de Laval et au service correctionnel du gouvernement fédéral. Elle est actuellement agente de probation et de libération conditionnelle au ministère de la Sécurité publique. Et malgré son jeune âge, elle est représentante substitut pour la section F2, ici à Montréal, et elle est sur le CMRP d'un des ministères les plus importants au gouvernement du Québec. D'ailleurs, sans nos membres à qui on rend hommage du ministère de la Sécurité publique, pour venir en aide à nos sinistrés, ça irait beaucoup plus mal. Elle est reconnue pour son écoute, Karine, pour son intégrité et sa rigueur, mais moi, je vous dirais pour son efficacité. Parce que je l'ai vue au Congrès, elle était dans mon atelier, où on était pris avec 32 résolutions qu'il fallait réduire à une dizaine environ, et je l'ai vue sauter dans la mêlée et manœuvrer d'une façon efficace qui m'a fait dire à ce moment-là, elle, c'est de la relève pour l'exécutif. Je suis bien content de l'avoir convaincu de se joindre à nous. Merci, Karine. Il y a également Stéphane Jacques, poste de 4e président, qui a un bac en counseling et une maîtrise en sciences politiques. Il est conseiller expert au ministère du Travail, Emploi et de Solidarité sociale, un de nos plus gros ministères, depuis 17 ans. Il a été président de l'association étudiante de 2e cycle de l'Université Laval, donc une feuille de route de militantisme et de capacité de communication qui vient avec. Et il a été, malgré la grève de soir et de fin de semaine, gagnant avec ses collègues d'un Méritas au grand gala des Grands Prix de la fonction publique en juin dernier. Il y a Mme Dominique Lisotte, au poste de 2e vice-présidente, qui sera responsable du dossier des femmes, qui a une maîtrise en droit de l'Université McGill et une maîtrise en administration publique de l'ENAP. Elle est membre du barreau depuis 1988, conseillère experte à la SAAC, Société d'assurance automobile du Québec. Elle aussi, elle a une longue feuille de route de militantisme et d'implication sociale. Il y a plus d'une vingtaine d'années, elle était déjà présidente du Conseil national des cycles supérieurs qui fédère en fait toutes les associations étudiantes de 2e cycle. Donc, encore elle aussi, une militante capable. Il y a également M. Olivier Parent, au poste de secrétaire, qui a un bac en administration des affaires, en technologie de l'information et un diplôme de 2e cycle en technologie, un diplôme de 2e cycle en gouvernance des technologies de l'information. Lui aussi, il est jeune, représente la relève, et il a été récipiendaire du prix Reconnaissance Jeunesse du dernier congrès du SPGQ. C'est un grand militant, malgré son jeune âge. Il est représentant d'une des plus grandes sections de Revenu Québec à l'édifice de Marly, où il a instigé, avec un collègue, des pauses café qui réunissaient près de 700 personnes. Ça a même fait des articles dans le Journal du Québec. Il est un spécialiste en technologie de l'information et il va nous aider à faire le virage informatique, non seulement au sein du SPGQ, mais au sein du gouvernement, parce qu'on a notre mot à dire là-dedans. On représente 30% de nos membres sont des analystes en technologie de l'information. On a finalement M. Yves Vachon, qui lui aussi est analyste en technologie de l'information, qui va donc épauler Olivier là-dedans. Il est membre de son CMRP, de son CMOT. Il a été trésorier du SPGQ de 2012 à 2015. Il connaît tout du syndicat à l'interne et du fonctionnement. Il va être le garant avec moi de l'expérience qu'on va pouvoir apporter avec cette équipe-là qui à la fois représente l'expérience et la relève. Qu'est-ce que je voulais dire en fait derrière toutes ces compétences? C'est important de comprendre que nous avons considéré que le militantisme n'est plus autosuffisant et que nous avons besoin d'une équipe très forte qui peut rallier des compétences pour couvrir tous les dossiers qui sont en cours à l'heure actuelle dans notre syndicat, qui peuvent aller analyser chaque dossier, rechercher les membres, la réalité des membres, aller dans les sections et retourner pour faire mise à jour et faire avancer le dossier et évoluer avec ça notre syndicat. Et c'est pour cette raison de complémentarité dans notre équipe que Richard Caron se présente pour un 3e mandat. On a décidé d'avoir une continuité au niveau politique et médiatique parce qu'il est difficile d'avoir maintenant, quand la négociation commence demain, d'avoir tâtonné le terrain, se faire connaître pendant plusieurs mois dans le politique qui est notre présidente ou présidente, puis qu'est-ce qu'on fait. Donc c'est pour cette raison que Richard Caron est avec nous dans l'équipe. Et on veut assurer sur l'assise de qu'est-ce qu'on a maintenant, construire et amener en fait le SPGQ à un autre niveau. Donc avec ça, je vais faire le passage aussi pour notre programme. La priorité est de combler l'écart salarial. Si je suis dans cette équipe actuellement, c'est parce que nous avons été l'opposition officielle, nous avons été la seule section de toute la SPGQ qui a voté contre l'entente. Et Richard a compris que oui, peut-être qu'ils ont raison, donc on a analysé, on a fait des stratégies, des scénarios, puis on a raison. C'est l'écart salarial en 2019, c'est le bon temps qu'on prend de cet écart salarial. Il est bon grand temps que le gouvernement reconnaisse le travail
que le public savent qu'on a notre image, mettre une image, un visage sur qui on est comme professionnel du gouvernement du Québec. C'est difficile, c'est vrai, on n'est pas des infirmières, pas des médecins, pas des avocats, on est des professionnels et on fait toutes sortes de professions dans le gouvernement, mais c'est le grand temps de faire une stratégie pour réussir à combler cet écart salarial. Donc nous allons faire pour ça la stratégie de négociation, on va aller chercher la réalité de chaque ministère et organisme, on va chercher des moyens de dénoncer toutes les situations de non-conformité. Je vais vous donner seulement un exemple, le gouvernement veut engager des étudiants étrangers. C'est inacceptable que nos étudiants seront bloqués dans leur accès vers une poste de professionnel pour embaucher des gens qui n'ont aucune loyauté au niveau de la citoyenneté, qui n'ont pas prêté un serment et qui viennent d'autres gouvernements. Je pense que c'est la seule société du monde civilisé, des pays développés qui embauche des étrangers pour remplir des postes qui sont à nous. Donc, c'est une situation qui est grave et on va chercher ça dans chaque ministère, pour dénoncer, et après ça, on va s'asseoir pour négocier. Quand le gouvernement va paniquer pour son image qu'il projette, et quand la population va être inquiète pour le service, la qualité des services qu'on offre, c'est là qu'on va pouvoir négocier, on va s'asseoir à la table. Il y a d'autres priorités, c'est les conditions de travail, puis la conciliation travail-famille. Oui, c'est important de savoir qu'avec la perte de 2 jours de maladie, c'était une perte grave pour nous. Et les plus affectés, ce sont les jeunes. Donc, on doit aller faire de quoi pour faire un rattrapage résiduel de cette perte, voir comment on se débrouille pour rattraper quelque chose et convaincre le gouvernement que les jeunes ont le droit d'une vie normale. Une autre priorité, c'est les conditions de travail. On sait très bien à CNSST, on est en surcharge de travail. Et avec la nouvelle truc de banque maladie, qu'on va prendre 10 jours de vacances de plus, ça va créer encore une surcharge encore plus importante sur nos épaules, ce qui reste. Donc c'est tout ça, voir la mécanique de tout ce qu'on a eu comme négociation, comment on peut faire avancer les choses dans l'avantage des membres. Et on va évidemment s'associer aux autres syndicats qui sont concernés comme nous dans la fonction publique pour que ce soit la négociation de notre qualité de vie au travail. Karine. Je vais faire rapidement parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Je voulais ajouter un petit peu sur ce que Isabella avait dit tantôt et pour répondre peut-être à une préoccupation qui avait été donnée tantôt. Oui, effectivement, le SPJQ est peut-être seul dans sa bataille. Par contre, je pense que l'exécutif dernier, présidé d'une main de maître par M. Perron, a fait des alliances avec les syndicats québécois et aussi avec les syndicats canadiens. Il s'est présenté dans plusieurs événements, il s'est forcé à remonter l'image du SPJQ, s'assurer qu'on était connu dans les médias, qu'on était connu auprès de la vie politique. Et je voulais vous parler rapidement aussi de 2 autres objectifs de notre programme. En fait, la relève, moi et Olivier, comme M. Perron l'a nommé, on est tous les 2 jeunes. En fait, on souhaite s'impliquer parce qu'on veut améliorer nos conditions de travail. On veut aussi que la relève des jeunes et des moins jeunes s'implique plus facilement en fait, au sein de la fonction publique. On sait qu'être fonctionnaire, ça a une mauvaise réputation. Donc, on veut travailler à améliorer ça parce que si notre employeur est en mesure de reconnaître qu'on est des professionnels, et le terme veut tout dire, peut-être qu'il va être un peu plus enclin à nous donner des meilleures conditions de travail. Et maintenant, la dernière équipe, le renouveau syndical. Alors, je vais me lever comme à mon habitude. Alors, bonjour tout le monde. Je représente l'équipe du renouveau syndical avec mes collègues qui sont ici, Zara Loisy, qui va se présenter elle-même. Bon, je suis Zara Loisy, je suis auditrice interne au ministère du Transport. Je suis comptable professionnel agréé. Donc, je suis titulaire aussi d'un baccalauréat en sciences économiques et je suis candidate au poste de trésorière. Donc, je m'occuperai de dossiers de pérennité de la trésorerie. Et je suis aussi déléguée représentant de la section F06. Et Guillaume Bouvrette. Alors, bonjour tout le monde, merci d'être là. Content de vous rencontrer aujourd'hui. Guillaume Bouvrette, je suis vérificateur externe à Revenu Québec. Je suis également représentant de la section R2 à Laval, pas très loin d'ici. Je suis membre du CRP de Revenu Québec, du comité des jeunes, du SPJQ et du comité sur la pérennité du SPJQ. Je suis candidat au poste de 3e vice-président. Je suis diplômé en administration des affaires de HEC Montréal. L'équipe du renouveau syndical, c'est 5 autres personnes. Lydia Martel, qui est conseillère dans le domaine numérique à Revenu Québec et qui va s'occuper du secteur des communications chez nous et de faire le virage numérique. Vous savez, le petit formulaire de libération des délégués en 4 couleurs, le rouge, jaune, bleu. On va essayer de mettre fin à ça, quand même. On a Adi Jakubovic. Merci, Chano, d'avoir parlé de Adi. Adi est une personne extrêmement impliquée, c'est vrai. C'est un idéaliste dans l'âme, c'est un passionné.
une chose qui fait que je suis allée chercher Adi, c'est son respect des règles. Il veut des règles et il veut les respecter, ces règles-là. C'est quand même bien pour une organisation de respecter ses statuts et règlements. Armel C. Armel, qui est biologiste au ministère de l'Environnement, il va s'occuper des relations intersyndicales. On va en faire un poste officiel des relations intersyndicales parce qu'on croit qu'au Québec, négocier des conventions collectives, ça ne se fait pas en vase clos. On doit travailler avec les autres grands syndicats du Québec. Jessica Bourque, qui est diplômée en gestion hôtelière et en sciences comptables et qui travaille actuellement comme vérificatrice à Revenu Québec et qui va s'occuper du dossier des femmes. Le dossier des femmes va être porté par une femme jeune avec la vision du féminisme nouveau. Vous allez entendre ça souvent dans mes mots, nouveau. Finalement, il y a Lynn Lamarre, sociologue de formation, enseignante de formation, qui a travaillé au SPGQ 7 ans à la formation syndicale et qui connaît très, 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 très bien l'organisation de l'intérieur. C'est une équipe jeune, dynamique, prête à changer le monde. Une équipe représentative d'un Québec et d'un syndicalisme en mouvance. Ce n'est plus le syndicat des années 80, et en 88, j'y étais dans les syndicats, et ce n'est plus ce syndicat-là. On était d'un autre type de bataille. La plateforme de l'équipe du renouveau syndical, c'est 7 passionnés qui la portent, effectivement. C'est 3 nouvelles manières de faire. La rigueur, la transparence et le changement. Les 2 premiers mots, si je vous parle de rigueur et de transparence, certains diront que c'est la rigueur des comptes de dépenses des délégués. My God. Si la rigueur, ce n'était que ça, ce serait un peu triste. Ce n'est pas de cette rigueur-là dont on vous parle. C'est d'une rigueur dans la gestion générale, une rigueur dans la planification. Quelque chose qui fait défaut au SPGQ. Une planification qui me dit, avant de débuter à dépenser, combien d'objets j'aurai à gérer. Au SPGQ, on négocie 21 conventions collectives. Pas une, 21 conventions collectives. Alors, avant de se mettre à flouber du cash, comme on dit, merci de l'enregistrer, il faudrait qu'on s'assure qu'on a les moyens de nos envies. Ça veut dire que si on ne les a pas, il faut trouver des moyens de régler ça. Est-ce que ce sera en remettant la main dans la poche de chacun? Je ne suis pas certaine. En augmentant notre membership, en augmentant notre nombre d'unités d'accréditation, assurément. Donc, la rigueur, la transparence. La transparence dans toutes nos décisions, dans toutes nos actions, dans toutes nos activités. Vous allez savoir où nous sommes tout le temps et ce que nous faisons. Dans notre travail et dans notre discours. Le changement, c'est plus que juste l'addition de la rigueur et de la transparence. Le changement, c'est le changement dans nos propositions. On ne peut pas penser... Merci beaucoup. On ne peut pas penser toujours faire la même chose et espérer un résultat différent. Si on veut un résultat différent, il faut faire les choses différemment. Et c'est ce qu'on vous propose, faire les choses différemment. Dans les manières de faire, dans les structures, le SPGQ, tantôt notre collègue en a parlé, le SPGQ a un problème de structure actuellement. Vous êtes en train de dire au comité exécutif, comment vous allez mener la négo? Et je suis un peu étonnée parce que ce n'est pas le comité exécutif qui va mener la négo, c'est le comité de négociation et son conseil d'unité d'accréditation, dont certains des membres du comité exécutif seront là. Mais ce n'est pas à nous de mener cette négo-là. Nous, on a à amener de l'eau au moulin. On a amené des idées au moulin. Mais il y a d'autres personnes qui doivent agir là-dedans. Nouveauté dans les idées. Négocier, ce n'est pas toujours dire « oui, on veut le rattrapage salarial ». Bien, c'est évident qu'on veut le rattrapage salarial. Et oui, on veut la reconnaissance du travail que vous faites. Puis pour arriver à ça, bien, il faut mettre en place des campagnes. Et là. Hein? Il faut mettre en place des campagnes de valorisation, non pas du SPGQ et du rôle du SPGQ, mais de votre travail à vous autres. Ce n'est pas l'organisation SPGQ qui doit être sur la place publique. C'est votre rôle, vos fonctions. Il est temps qu'on reconnaisse que l'État québécois, s'il est ce qu'il est, c'est parce que les professionnels qui y travaillent font un travail de qualité. Il est temps qu'on change les mentalités d'une société. Je vous l'ai dit au début, mon équipe, on veut changer le monde. Et on va y arriver. On va y arriver parce qu'ils sont jeunes et qu'ils ont du temps pour le faire. Et on va faire ça petit pas à petit pas. Mais on va y arriver. Je m'y engage.
Vous m'avez parlé quand même de négociations et de conditions de travail. Je vais vous parler de conditions de travail. La perte du statut de professionnel au Québec. C'est pas juste la fonction publique, mais oui, c'est beaucoup la fonction publique. La perte du statut de professionnel parce qu'on ne reconnaît plus l'impact de votre travail. Et pour ça, il faut changer les mentalités, il faut changer le monde, je vous l'ai dit. Les conditions inhérentes, votre autonomie professionnelle est disparue.